Bonjour, le cours d'aujourd'hui va porter sur les organites cellulaires. Donc, après l'étude de la membrane plasmique qui constitue une frontière anatomique et qui joue un rôle fondamental dans plusieurs fonctions, notamment les échanges entre le milieu environnemental et l'intérieur, le milieu interne cellulaire. Alors, ce milieu interne cellulaire, il se compose d'un cytoplasme, du cytoplasme. Alors, ce cytoplasme-là, il renferme des organites qui baignent dans le cytosol ou le liquide cytoplasmique. Madame, bonjour. Oui. Bonjour. Madame, j'ai des questions concernant la leçon précédente. Ah, c'est sur le forum. Vous avez un forum installé dans la partie biologie cellulaire. Donc, vous écrivez vos questions et je réponds. Comme ça, tout le monde va bénéficier des réponses. D'accord? Aujourd'hui, d'accord, madame, merci. Les organismes cytoplasmiques. On va commencer par une introduction. Donc, les organites cytoplasmiques, c'est quoi un organite? En fait, un organite, c'est un petit organe. Alors, ce petit organe, il a une structure spécialisée et qui va accomplir plusieurs fonctions au niveau de la cellule. Retenez qu'au niveau de la cellule, au sein de la cellule, à l'intérieur de la cellule, on dispose d'organites membranaires, c'est-à-dire entourés par une membrane biologique dont la constitution elle est identique ou presque identique à la membrane plasmique. On va voir quelques différences entre la membrane plasmique et la membrane de certains organites. Et également, il existe des organites non membranaires, c'est-à-dire ne sont pas entourés par une membrane. Je vais vous donner quelques exemples. Voici un schéma qui illustre donc la constitution d'une cellule eucaryote. Vous savez pourquoi on a appelé la cellule eucaryote par ce nom-là? Pourquoi on l'a appelée eucaryote? Qu'est-ce qui distingue la cellule? Le noyau. Un vrai noyau. Le noyau est entouré par une membrane nucléaire. Donc, eucaryote, c'est le suffixe qui, dans le synonyme, est vrai. Donc, un vrai noyau. Un vrai noyau, comme vous venez de dire, donc limité par une membrane nucléaire. Alors, cette cellule eucaryote, elle comporte, donc elle est délimitée par la membrane plasmique. Maintenant, vous connaissez bien la composition, l'architecture. Et puis, donc, cet espace, donc le cytoplasme, il renferme les organites, notamment le noyau, des mitochondries, le réticulum endoplasmique qui revêt deux formes, on va les voir en détail, l'appareil de Golgi, les lysosomes et le cytosquelette. On aura tout un cours à propos du cytosquelette. Madame? Oui? Madame, eucaryote, c'est-à-dire l'existence d'un noyau ou bien le noyau un noyau vrai. La cellule prokaryote, elle a un noyau, mais juste un ADN. Il n'est pas entouré, il n'est pas individualisé en noyau, donc délimité par une membrane. D'accord? D'accord, merci madame. Alors, toujours dans l'introduction, nous avons défini au cours de la dernière séance, c'est quoi le système endomembranaire. Je vous rappelle que le système endomembranaire, c'est l'ensemble de compartiments intracellulaires limités par une membrane, à l'exception de deux organites qui sont les peroxysomes et les mitochondries. On va les étudier un par un. Donc, regardez ce schéma. Donc, ce schéma, il illustre bien le système endomembranaire. Vous avez là le noyau, la membrane plasmique, et on observe un ensemble d'organites délimités par une membrane. Et ces organites, ils sont en quelque sorte, il existe une interrelation étroite donc, entre le noyau et les autres donc, organites entourés par la membrane. Et on va voir, au fur et à mesure qu'on avance dans le cours, on va voir cette interrelation. Donc, si on résume, ce système endomembranaire,
Il regroupe la membrane nucléaire, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les lysosomes, les vacuoles, donc toutes ces structures qui sont entourées par une membrane, et la membrane plasmique. Alors, ce système endomembranaire, retenez que c'est un système qui est dynamique, qui est labile, qui va se modifier. Pardon? Le noyau تبع السيستم هذا. C'est, oui, la membrane nucléaire, oui. Le noyau avec sa membrane, la membrane nucléaire, tout à fait. D'accord? C'est un système endomembranaire. On parle de membrane. Hein? On a la membrane nucléaire, la membrane plasmique, et entre les deux, il y a des structures membranaires. On va le voir. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va donc présenter ces organites un par un. Mais pour l'instant, retenez que ce système endomembranaire, il est dynamique. Donc, toutes ces membranes vont subir des modifications en fonction des activités physiologiques de la cellule. Vous savez maintenant un exemple concret de cet aspect labile de la membrane plasmique. Est-ce que vous pouvez le rappeler? Les fluides. La fluidité, très bien. La fluidité, c'est un aspect qui démontre bien que la membrane plasmique, c'est une structure dynamique et labile. Très bien. Au niveau de la cellule, on assiste donc cet ensemble d'organites. Il va assurer un échange de molécules avec donc un ensemble d'échanges au sein de la cellule, et ainsi on assiste à une interface donc, entre ces organites-là, le cytosol ou le cytoplasme, la membrane plasmique et le milieu extracellulaire. Donc c'est tout un environnement. Donc ces différents organites, comme vous le voyez sur le schéma, constituent un environnement. Donc l'environnement cellulaire qui donc représente une interface entre le cytosol dans lequel baignent ces organites, la membrane plasmique et le milieu extracellulaire. Après cette introduction, on va voir maintenant les organites cellulaires avec les détails structuraux et fonctionnels, et on va commencer par les ribosomes. Je suppose Madame, que... Oui. Oui. Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce que cela veut dire interface? Interface, c'est-à-dire un trait d'union, une structure située entre différentes structures. Vous avez le cytoplasme, vous avez le milieu externe, vous avez la membrane plasmique, et les organites au milieu, ils vont jouer le rôle d'interface. Ils vont communiquer avec le cytoplasme, avec le milieu extérieur. Il y a des échanges. D'accord, merci madame. Oui. Alors, voyons maintenant les ribosomes, la structure et la fonction des ribosomes. Les ribosomes, regardez ce schéma, ensemble de ribosomes. Donc, chaque particule constitue un ribosome. Comme vous le voyez, ce sont des organites globuleux ou globulaires. Et la première caractéristique qui distingue les ribosomes, c'est que ce sont des organites non membranaires. Un ribosome n'est pas entouré par une membrane. Sur le plan moléculaire, par quoi est constitué un ribosome? En fait, le ribosome, il est composé de deux éléments qui sont donc les protéines et de l'ARN. Ainsi, il s'agit de complexes ribonucléoprotéiques. Donc, ARN plus protéines constituent le ribosome. Et ces ribosomes sont très nombreux au niveau du cytoplasme cellulaire. Leur nombre signifie leur importance pour le fonctionnement cellulaire. Une autre caractéristique de ces ribosomes, c'est qu'on a au niveau de la cellule deux types de ribosomes. Il y a donc deux types principaux, parce qu'il y a
Donc, on va expliquer les autres types, mais deux principaux types. Il y a les ribosomes libres qui baignent librement au sein du cytoplasme et il y a le groupe des ribosomes associés au réticulum endoplasmique, donc accrochés au réticulum endoplasmique. Une autre caractéristique fondamentale, là c'est une caractéristique fonctionnelle, c'est que ces ribosomes jouent un rôle fondamental dans la cellule et cette fonction fondamentale, c'est le fait de décoder et de traduire le message porté par l'ARN messager venant de l'ADN. Chaque cellule, elle porte au niveau de son noyau un code génétique, la chromatine, elle comporte l'ADN. Cet ADN, il va être exprimé ou il va être transcrit sous forme d'ARN messager. Alors cet ARN messager, il sera donc la pièce clé qui va être traduite au niveau des ribosomes en protéines. Donc les ribosomes, c'est en quelque sorte un traducteur. Il va traduire le message génétique porté par l'ARN messager venant de l'ADN et il va le traduire en quoi? En protéines. Moralité, le ribosome, il est responsable de la synthèse des protéines. Toutes nos protéines présentes dans notre organisme sont synthétisées par les ribosomes. Vous voyez là sur cet aspect microscopique, là c'est un aspect en microscopie à fluorescence et vous voyez donc un ensemble de ribosomes. Généralement, donc les ribosomes, lorsqu'ils sont fonctionnels, ils agissent en groupe. On ne trouve pas donc un ribosome tout seul comme ça en train de synthétiser une protéine. Moralité, donc les ribosomes constituent la centrale de production des protéines dans les cellules. Voyez là, sur ce schéma, l'ARN messager qui porte donc le code. Le ribosome, il va utiliser les acides aminés provenant à la cellule pour constituer les chaînes protéiques, la protéine. Un autre schéma qui illustre la fonction des ribosomes, vous avez le noyau cellulaire, l'ADN chromatinien. L'ADN donc sera transcrit en ARN messager. L'ARN messager va passer au niveau du cytoplasme. Il va être utilisé par les ribosomes, le ribosome, pour synthétiser la chaîne protéique en utilisant les acides aminés. On va voir comment se fait la synthèse d'une chaîne protéique à partir de l'ARN messager. Regardez cet aspect. Comment on a préparé? Quel type de préparation là? Oui, j'attends vos réponses. Quel type de préparation sur cette coupe? Qui sait? Madame, on a utilisé la paraffine. Là, la question est bien précise. Quel type de préparation histologique là, pour observer? Qu'est-ce qu'on a utilisé pour observer cette coupe? Microscope électronique. C'est la microscopie électronique de quel type? À transmission. Voilà. Transmission. C'est 2D, c'est pas 3D. Donc, c'est un aspect en microscopie, c'est de l'ultrastructure. Hein, et elle montre, donc, tous ces points-là, ce sont des ribosomes. Il y a des ribosomes qui sont libres dans le cytoplasme et il y a des ribosomes associés à ces structures tubulaires qui constituent le réticulum endoplasmique. On va le voir en détail ultérieurement. Toujours en microscopie électronique à transmission, à plus fort grossissement, on voit bien le groupe de ribosomes qui est en train de synthétiser des protéines. Chaque chaîne là, elle
elle constitue une protéine en cours de synthèse. On va s'approfondir sur la structure des ribosomes et on va voir ces ribosomes, par quoi ils sont composés, par quoi ils sont constitués. Eh bien, un ribosome, il est formé, comme le montre ce schéma, de deux sous-unités. Alors, comme vous le voyez, les sous-unités sont de dimension inégale. Il y a une sous-unité de grande taille et il y a une petite sous-unité. Ces deux sous-unités sont associées autour d'une molécule d'ARN messager qui va porter le code génétique à traduire. Où trouve-t-on ces ribosomes-là? Je vous ai dit qu'on a deux grands groupes de ribosomes, les ribosomes libres cytoplasmiques et les ribosomes associés au réticulum endoplasmique, mais il y a d'autres localisations. Par exemple, au niveau des mitochondries, la mitochondrie comporte des ribosomes et ces ribosomes mitochondriaux sont plus petits que les ribosomes cytosoliques. Dans le cytoplasme, les ribosomes sont libres ou liés à l'ARN messager formant les polysomes. Je vais vous définir par la suite c'est quoi un polysome. Et puis, ils sont liés à l'enveloppe nucléaire au niveau du réticulum endoplasmique granulaire. Là, c'est les différentes localisations des ribosomes au sein d'une cellule eucaryote. Madame? Oui. Madame, les ribosomes au niveau de la mitochondrie ont le même rôle à fabriquer les protéines. Les ribosomes au niveau de la mitochondrie ont le même rôle à... Tout à fait. Donc, les ribosomes, qui dit ribosome, dit synthèse protéique. C'est la fonction principale. D'accord, merci. Madame. Voyons maintenant en détail la grande sous-unité et la petite sous-unité. Elles diffèrent de taille et elles diffèrent de composition. La grande sous-unité ribosomale, elle se caractérise par un coefficient de sédimentation. On a vu au cours du premier cours de biologie cellulaire, c'est quoi un coefficient de sédimentation? Quelle est l'unité de sédimentation? Quelle est l'unité de sédimentation? La séparation. Lorsqu'on va isoler le... Oui, je comprends, la préparation. Donc, mais quel est le coefficient utilisé pour définir le coefficient de sédimentation? Il est exprimé en Svedberg. Le Svedberg, très bien. Le Svedberg, donc c'est un coefficient. Donc, un Svedberg, ça fait 10 moins 13 secondes. Et ce coefficient de sédimentation, il dépend de la taille, de la forme, de la composition de chaque composé. Cette grande sous-unité, elle a un coefficient de sédimentation de 60 Svedberg. On est là en train d'étudier cette grande sous-unité colorée en bleu. Cette grande sous-unité, elle est composée de 3 types d'ARN ribosomal. Rappelez-vous, je vous ai dit que le ribosome, il est formé d'ARN ribosomal et des protéines. La grande sous-unité, elle comporte 3 types d'ARN ribosomal de coefficients de sédimentation respectifs 28, 5S et 5,8S. Et associés, donc ces 3 ARN ribosomaux sont associés à une cinquantaine de protéines. D'une manière générale, les protéines ribosomales, ça sert à quoi? En fait, les protéines ribosomales, elles entrent dans la composition de sites de fixation. Au niveau du ribosome, nous avons des sites de fixation. On va voir par la suite, ça sert à quoi ces sites de fixation, mais aussi, ça joue le rôle de récepteur des facteurs de régulation de la synthèse protéique. Donc, la synthèse protéique, elle est gérée par des facteurs de régulation. Ces facteurs de régulation présentent des récepteurs au niveau des ribosomes et ces récepteurs sont représentés par les protéines.
Donc, ce schéma-là, il montre donc le ribosome avec ses deux sous-unités. On est en train de voir l'unité, la grande sous-unité. Vous voyez donc 3 ARN ribosomaux associés à une cinquantaine de protéines. Toujours dans la grande sous-unité, regardez ce schéma-là. Là, c'est la grande sous-unité. Cette grande sous-unité, elle est caractérisée par la présence de 3 sites. Premier site, deuxième site qui est caché et troisième site. C'est quoi ces sites-là? Le premier site, c'est ce qu'on appelle le site A. Ce site A, localisé au niveau de la grande sous-unité ou site aminoacide, ça va servir pour fixer l'ARN de transfert qui apporte l'acide aminé à incorporer dans la chaîne protéique. Le deuxième site, c'est le site P, le site peptidie, qui va fixer un ARN de transfert associé à la chaîne peptidique en cours de synthèse. Et le site E vient de exit, c'est-à-dire quitter, c'est le site par lequel l'ARN de transfert il sera libéré une fois il a livré son acide aminé. Je vais vous montrer tout à l'heure une séquence vidéo qui va vous expliquer plus c'est la fonction, comment fonctionnent ces sites-là. Une chose importante, fondamentale également dans la grande sous-unité, c'est qu'elle comporte ce qu'on appelle le centre peptidyle transférase ou le centre PT. Alors, cette peptidyle transférase, c'est une enzyme qui va effectuer la synthèse de ces liaisons peptidiques qui vont relier les acides aminés entre eux pour constituer la chaîne protéique constituée. Vous voyez là, la grande sous-unité, les sites A, P, le E n'est pas représenté, et là, c'est le centre peptidyle transférase, qui est une enzyme. Pour la petite sous-unité, elle est différente. Elle est plus petite. D'ailleurs, son coefficient de sédimentation, il est inférieur à celui de la grande sous-unité. Et il existe d'autres différences. Donc, elle comporte un seul type d'ARN ribosomal. Tout à l'heure, dans la grande sous-unité, on a vu 3 ARN ribosomaux. Là, un seul ARN ribosomal associé à une trentaine de protéines. Donc, le nombre de protéines, il est inférieur à celui observé au niveau de la grande sous-unité. Madame? Oui. Madame, quand on parle d'ARN ribosomal, on parle de la structure de la sous-unité et de la grande... Et la structure moléculaire, l'ARN, on ne peut pas l'observer en microscope. On l'observe lorsqu'on fait l'analyse moléculaire. Merci, madame. Et une chose fondamentale, c'est que l'ARN messager, lorsqu'il provient du noyau, il va se fixer sur la petite sous-unité, là. Donc, cette petite sous-unité, elle comporte le site de fixation de l'ARN messager. Donc là, ressort une grande différence fonctionnelle entre la grande sous-unité qui comporte les sites de fixation de l'ARN de transfert. C'est la grande sous-unité qui est chargée de la synthèse de la chaîne protéique avec ses différents états qu'on va voir par la suite. Et puis, la petite sous-unité, elle est chargée d'accepter l'ARN messager puisqu'elle comporte le site de fixation de l'ARN messager. Après cette étude structurale et moléculaire du ribosome avec ces deux sous-unités, voyons maintenant comment fonctionne un ribosome. Je vous rappelle que le rôle essentiel du ribosome, c'est la lecture du message venant de l'ADN sous forme d'ARN messager et sa traduction en protéines. Et cette traduction, elle se fait en 3 étapes. Donc, on va voir maintenant comment, à partir de l'ARN messager, on va passer à la synthèse de la chaîne protéique. Ces 3 étapes, avant de vous détailler les 3 étapes, retenez que pour synthétiser la synthèse de la protéine, c'est comme, je donne toujours l'exemple de préparer un repas à la cuisine.
Lorsqu'on veut préparer un repas ou un gâteau, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour réussir? Les ingrédients. Les ingrédients. Les ingrédients, oui. Est-ce que c'est suffisant pour réussir la préparation? Récipient. Le récipient, oui. Encore. La recette. Les étapes. Très bien. Il faut avoir la bonne recette. Et, effectivement, pour synthétiser la protéine, il faut avoir la recette. L'ARN messager, c'est lui qui va apporter la recette, donc l'information, comment on va préparer cette protéine. Il faut les ribosomes, c'est la machine à assembler les acides aminés, c'est en quelque sorte le récipient qui va donc préparer cette protéine. Les acides aminés, c'est les ingrédients, c'est les pièces de construction pour construire la chaîne protéique. Et les ARN de transfert, c'est les molécules qui transportent les acides aminés du cytoplasme au ribosome où ils sont assemblés en protéines. Donc, il nous faut 4 éléments. Une fois nos 4 éléments sont là, on va commencer la synthèse de la protéine à partir de l'ARN messager. Je vous ai dit que cette synthèse protéique se passe en 3 étapes. La première étape, c'est le commencement, c'est l'initiation. Comment ça va démarrer? Regardez sur ce schéma. Là, c'est l'ARN messager. Il provient du noyau. Là, c'est le ribosome. Comme vous le voyez sur le schéma, le ribosome au repos n'est pas... Les deux unités ne seront pas soudées, ne seront pas unies. Hein? Alors, ces deux parties ne vont s'unir que lorsque il y aura un ARN messager qui arrive. Une fois l'ARN messager arrive, il y aura la fixation de la petite sous-unité, puisqu'elle comporte le site de fixation de l'ARN messager. Et cette fixation se fait d'une manière bien codifiée au niveau de l'extrémité 5'. Là, vous allez étudier plus en détail en génétique comment est fait une molécule d'ARN, comment est fait une molécule d'ADN. La molécule d'ADN, elle possède 2 extrémités, 5' et 3'. La petite sous-unité, elle va se fixer du côté 5', à l'extrémité 5', mais elle ne va pas se fixer n'importe où, elle va se fixer au niveau d'un codon d'initiation. Alors, ce codon d'initiation, il y a plusieurs codons d'initiation qui sont universels et ce sont ou bien l'AUG, adénine uracile guanine, ou bien le GUG. Vous savez que les codons sont formés de 3 nucléotides. Et bien sûr, pour se fixer, il faut des facteurs d'initiation. Tout ça, toute opération, toute synthèse, elle nécessite des facteurs donc, de contrôle. L'initiation est là, ces facteurs d'initiation qui vont contrôler le démarrage de la synthèse protéique. Toujours dans l'initiation, la fixation d'un premier complexe ARN, une fois l'ARN messager il a été fixé sur la petite unité ribosomale au niveau du codon initiateur, là, il y a un ARN de transfert qui va apporter un acide aminé qui correspond au codon d'initiation, qui est toujours la méthionine. Le premier acide aminé qui va constituer la chaîne protéique, c'est toujours la méthionine. Donc, cette fixation de la méthionine va se suivre par la fixation de la grande sous-unité à la petite sous-unité. Ainsi, on aura un complexe, donc ARN messager, premier acide aminé, le premier acide aminé de la chaîne protéique et les 2 sous-unités associées l'une à l'autre.
Madame, j'ai pas compris cette étape. Alors, je vous invite à suivre l'histoire de la synthèse protéique. Ensuite, je vous assure, vous allez regarder la séquence vidéo et vous allez comprendre tout ça. D'accord, d'accord. Madame, 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 la fixation par l'ARN messager Oui. sur la sous-unité, elle initialise l'arrivée d'un ARN de transfert. Comment ça se fait la signalisation, Mané? Là, c'est les facteurs de contrôle d'initiation. Au niveau de la cellule, il y a des facteurs de contrôle qui sont codés génétiquement, qui vont contrôler. D'ailleurs, c'est tout mécanisme au niveau de notre organisme, il y a toujours des facteurs de contrôle. Par exemple, l'embryogénèse et la formation du fœtus, elle est contrôlée par des facteurs de régulation. Il n'y a pas uniquement les acides aminés, les protéines, les cellules qui... Donc, il y a un facteur qui régule tout ça. Donc, il y a un facteur qui va signaler les ARN de transfert que l'ARN messager s'est fixé sur la sous-unité, petite sous-unité. Et tout est codé génétiquement. Le codon d'initiation n'est pas n'importe quel codon. Il y a des codons universels pour commencer la synthèse. La méthionine, elle correspond au codon. Vous voyez, l'AUG, là, c'est la méthionine qui arrive. Oui, d'accord. C'est universel. Madame, Oui. Madame, à chaque passage par les nucléotides, femme à dissociation des unités. Il ne faut pas griller les étapes. On est déjà dans le début de l'histoire. C'est la première pierre qui est en train de se mettre en place. On va continuer l'histoire parce qu'il y a encore des étapes et vous allez comprendre. Je préfère déterminer toutes les étapes. Ensuite, s'il y a et vous voyez la séquence vidéo. Ensuite, si vous avez des questions, vous allez les poser. D'accord? D'accord, merci. Donc, vient l'étape de l'élongation. L'élongation, c'est-à-dire l'allongement de la chaîne protéique. Une chaîne protéique, elle est formée par la succession d'acides aminés. La synthèse protéique se fait, ou cette élongation se fait par ajout de nouveaux acides aminés, toujours en tenant compte du message apporté par l'ARN messager. Donc, chaque triplet, il aura un acide aminé correspondant. Et cet acide aminé, il sera amené selon des facteurs de contrôle qui disent que au niveau de ce codon, l'acide aminé correspondant doit venir pour construire la chaîne protéique. Alors, comment se fait cette élongation? Regardez le schéma. Là, on a la méthionine qui est en place au niveau du site P. Là, c'est le site A qui va recevoir le deuxième acide aminé. Ce deuxième acide aminé, c'est la thréonine. Le complexe, cet acide aminé apporté par l'ARN de transfert va se fixer sur le site A du ribosome qui se trouve au niveau de la grande sous-unité. Ensuite, il y a la peptidyle transférase qui va agir et qui va former une liaison peptidique entre la méthionine, le premier acide aminé, et le nouveau acide aminé venu. Ensuite, une fois donc, cette chaîne, le premier bout de la chaîne est constitué, là, l'ARN de transfert qui a apporté la méthionine, ça y est, il n'a plus de place puisque la méthionine, elle s'est accrochée au nouveau acide aminé. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'ARN de transfert, il va quitter le site P, il va donc passer au site E, exit, et il va donc partir au niveau du cytoplasme cellulaire. En quelque sorte, c'est comme s'il s'agit d'un petit aéroport. Il y a un avion qui arrive, il apporte avec lui le passager, qui est l'acide aminé,
il va se déposer. Donc, le passager, il quitte l'avion et puis l'avion, il va repartir de nouveau. C'est exactement la même chose. Donc, ce mouvement va se répéter. Regardez là, vous voyez la glycine, un troisième acide aminé, en tenant compte du codon au niveau du ARN messager. Ça correspond à la glycine qui va se fixer sur le site A. La peptidine transférase va constituer la chaîne peptidique entre le deuxième et le troisième. Et l'ARN de transfert qui a apporté le deuxième, il va passer au site E et il va quitter donc, le ribosome. Madame, Oui, Madame, dis-moi la succession des acides aminés, la toujours le méthionine ou BATHR. NAM. Quand tu as dit les acides aminés, quelle que soit l'information génétique portée par l'ARN, Non, c'est pas chaque ARN messager, il correspond à une chaîne protéique. Les protéines au niveau de l'organisme ne sont pas standards. Il y a plusieurs types de protéines. Et ces protéines-là sont codées par l'ADN nucléaire. Il y a chaque fragment d'ADN qui code pour une protéine. Et là, il est transcrit avec un ARN. un exemple, les avocats. Oui, bien sûr. Mhm. Nos protéines sont utilisées de cette manière-là. Par exemple, مدام باللي ما فهمتش شنو هو لي رول دي سيت او du site E, c'est le site de départ. Exit. C'est le départ, quitter. C'est l'ARN le ribosome par le site T. OK? والله j'ai pas bien entendu. Pour comprendre, la piste d'atterrissage, c'est le A, le site A. La piste de décollage, c'est le site PE. OK? OK. La répétition de ces trois mouvements engendre l'élongation de la chaîne peptidique. Madame, Madame, toutes les cellules du corps humain synthétisent les protéines ou bien on a quelques-unes? Non, toutes les cellules présentent des ribosomes et toutes les cellules produisent des protéines. Mais il y a des cellules qui produisent beaucoup de protéines. Et ces cellules-là se caractérisent par la richesse en ribosomes et en réticulum endoplasmique granuleux. On va le voir. D'accord. Madame, Oui, Madame, كل ARN de transfert يجيب un seul acide aminé. Oui. معناتها كل ARN de transfert عنده trois nucléotides. كل ARN de transfert عنده les trois nucléotides différents codants. tout ARN de transfert, vous allez le voir ça également en génétique, il a son codon, son anticodon, donc qui correspond à l'acide aminé. L'anticodon, il est spécifique de l'acide aminé. Oui, l'anticodon, il est caractéristique de l'acide aminé, tout à fait, correspond à l'acide aminé. Il y a une complémentarité entre le codon au niveau de l'ARN messager et l'anticodon. D'accord, merci. Madame, Oui. on a dit que la glande sous-unité contient 3 ARN. Oui, oui. Et pourquoi dans le schéma il y a juste 2 sites Le site E n'est pas schématisé là, mais normalement, il existe. Oui, oui. Alors, regardez l'animation. Je vous invite à voir cette vidéo qui illustre toutes les étapes dont on vient de parler. Merci. In prokaryotic cells, translation is initiated by voyez formation la of an petite initiation complex consisting of the 30S ribosomal L'ARN de subunit, transfert qui formerly ramène la thymine nucléoside. tRNA, and messenger Madame, je viens l'image. 50S Madame, Oui, on voit rien. On voit rien. فماش تصوير. On voit rien. ribosome factors are also involved. Vous voyez pas le fil? Non, mais... Non, C'est pas partagé. Vidéo? Which transfer RNA carrying amino acids. Quand vous voyez pas la vidéo? Puisqu'on entend le son. On voit le diapo, madame. E site. There is also a third Attendez, site called the il y a un exit problème or là. E site, where transfer RNAs are released.
The initiating transfer RNA carrying formylmethionine binds to the P site. A transfer RNA that recognizes the next codon and carries the second amino acid then moves Ne into vous the en A faites site. pas, même si vous ne la voyez pas, je vais The vous envoyer le formylmethionine lien. carried by the transfer Sur RNA le in the forum, P je vous site donne le is lien. then joined C'est to une the séquence amino de vidéos acid carried disponible by the sur transfer YouTube. RNA Vous pouvez les that voir. just entered the A site via the D'accord? peptide. OK. The C'est une très ribosome belle now séquence advances a vidéo distance et of one vous codon, allez and voir the transfer donc, RNA la that carried the totalité de la séquence. formylmethionine is released at the E site. A transfer RNA carrying Attendez, the next j'ai amino acid l'assistance de now l'équipe moves into the technique. A site Mais where voilà, the la vidéo, anticodon on the ils ne transfer peuvent pas la RNA voir. matches the codon on the messenger RNA. The Ils ribosome l'entendent shifts down Miss by a Mohamed, distance of one codon. As Alors, the shift merci pour occurs, Madame the Net, two n'avez pas amino vous acids on the assister. transfer RNA in the P site are transferred to the new amino acid, and the second transfer RNA is released from the E site. The ribosome continues to move along the messenger RNA, and new amino acids are added to the growing polypeptide chain. Elongation of the polypeptide is terminated when a stop codon moves into the A site. C'est bon, Madame, oui. شوفوا Ok, هكا. c'est bon, ça y est. And does not have a On va corresponding transfer RNA. la ramener au départ. The ribosome dissociates with the 30S. In prokaryotic cells, translation is initiated by formation of an initiation complex consisting of Ils sont en plein écran. Oui. formylmethionine tRNA and messenger RNA. Donc, vous voyez là l'ARN de transfert qui ramène la méthionine. Proteins ceci called la initiation factors are grande also sous-unité. but are not shown. The 70S ribosome has two sites to which transfer Là, c'est le RNA codon carrying amino d'initiation, acids l'AIG combine. sur l'ARN One is called messager. the peptidal or P site, and the other is called the acceptor or A site. There is also a third site called the exit or E site, where transfer RNAs are released. The initiating transfer RNA carrying formylmethionine binds to the P site. Voilà un A deuxième transfer acide aminé RNA qui that arrive. recognizes the next codon and carries the second amino acid, then moves into the A site. The formylmethionine carried by the transfer RNA in the P site is then joined to the Ensuite, amino la acid peptidine carried by the transférase transfer va RNA agir that just pour entered relier the la A site méthionine by au a nouveau acide peptide bond. aminé. The ribosome now advances a distance of one codon, and the Et il y transfer aura une RNA that carried the translocation de l'ARN formylmethionine is messager de released telle at the façon E que site. le premier ARN de transfert A transfer arrive RNA à eux carrying et the il va next amino partir. acid now moves Et into ainsi the de A suite. site where the anticodon on the transfer RNA matches the codon on the messenger RNA. The ribosome shifts down by a distance of one codon. As the shift occurs, the two amino acids on the transfer RNA in the P site are transferred to the new amino acid, and the second transfer RNA is released from the E site. The ribosome continues to move along the messenger RNA, and new amino acids are added to the growing polypeptide chain. Et voilà, la chaîne protéique, elle est en train de se constituer. Elongation of the polypeptide is terminated when a stop codon moves into the A Et site. ça va se terminer lorsque on arrive au niveau de tout ce qu'on appelle le codon stop. On a le codon d'initiation et le codon stop qui annonce la fin de la protéine. Ça y est, la protéine est construite et elle sera libérée au niveau du cytoplasme cellulaire. Vous avez compris? Madame, les structures marron sont les ARN ribosomales Les qui structures amènent, les ARN de transfert. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. Donc, on va continuer le cours. Madame, où on trouve les ARN ribosomales
qu'on a déjà parlé. L'ARN ribosomal, il entre dans la constitution du ribosome. Mais l'ARN de transfert, il est synthétisé au niveau du nucléole. On va voir, on aura le cours sur le noyau et le nucléole et je vais vous montrer d'où proviennent ces unités ribosomales. D'accord? D'accord, merci. Donc, la dernière phase, Madame. après l'élongation, oui. Après Le codon stop, il correspond. voilà, le codon stop. En parler du codon stop. Donc, après l'élongation, on a toute la chaîne presque terminée. Donc, la synthèse protéique doit s'arrêter et elle ne s'arrête pas comme ça spontanément. Elle est codée par un codon stop qui annonce la terminaison de la synthèse protéique. C'est l'arrêt de la synthèse et la libération de la protéine qui se fait au niveau d'un codon stop. Donc, le codon stop, situé au niveau de l'ARN messager, annonce que ça y est, on a eu notre chaîne protéique complète. Une fois on arrive au codon stop, Madame là, oui, vous voyez là sur ce schéma, voilà le codon stop. Le codon stop, il ne correspond pas. Ça voulait dire que le codon stop ne... C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'acide aminé qui arrive de nouveau. Ça y est, c'est terminé. D'accord. Hein? C'était ça ma question en fait. Il y a ce qu'on appelle le facteur de libération de la protéine. Ça annonce que cette protéine, elle est achevée, elle devrait être libérée du ribosome. Comment elle sera libérée? Le ribosome, il va se dissocier en deux et ainsi, donc, la chaîne protéique, elle est libérée et cette dissociation des deux unités et libération de la protéine nouvellement formée, c'est une action, c'est un phénomène qui nécessite de l'énergie. Donc, l'hydrolyse de la GTP en GDP et ion phosphore. Donc là, c'est comme l'ATP. Ok, ça consomme de l'énergie. Compris? Madame. Oui. Madame l'ARN messager, c'est un ensemble de codons. Que le codon est 3 nucléotides. Pour l'ARNT, elle va apporter un anticodon qui est formé aussi par 3 nucléotides qui seront complémentaires à ce codon au niveau de l'ARN messager. Tout à fait, tout à fait. Et chaque anticodon, ça correspond à un acide aminé bien déterminé. Complémentaire, l'anticodon, il est complémentaire au codon sur l'ARN messager. Comme tout. Merci, madame. OK. Donc, ainsi, vous voyez là ce schéma qui illustre donc, la synthèse de la chaîne protéique. Et là, une fois la chaîne protéique elle est complète, là, elle sera libérée au niveau du cytoplasme. Et vous voyez là une série de ribosomes. Donc, chaque ribosome, il s'occupe de la synthèse d'une protéine. Et l'ensemble de ces ribosomes associés qui vont synthétiser plusieurs protéines à la fois s'appelle ce qu'on appelle les polysomes. Les polysomes, c'est une série de ribosomes qui vont synthétiser de nombreuses protéines. Alors, ces polysomes peuvent être libres au niveau du cytoplasme et peuvent s'accrocher au niveau du réticulum endoplasmique granulaire. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les mettre sur le forum parce qu'on a d'autres organites à voir et on doit avancer. Et on va passer maintenant à un deuxième organite qui est le réticulum endoplasmique. C'est quoi le réticulum endoplasmique? Vous voyez là le schéma du réticulum endoplasmique. Là, c'est le noyau avec son enveloppe. Et là, le même schéma, il est illustré en vrai, donc sur la microscopie électronique. Vous voyez le réticulum endoplasmique, schéma illustré en microscopie électronique. C'est quoi le réticulum endoplasmique? Comme vous le voyez sur le schéma, c'est un ensemble de cavités. Hein? Ce sont des cavités, ça peut être des citernes aplaties, comme on le voit là. Ça peut être des vésicules. Et ça peut être aussi des tubes contournés, comme vous le voyez là, des tubes contournés. Mais retenez que le réticulum, tous ces citernes, ces cavités sont communicantes.
Ok, ils sont anastomotiques. Et quand, je ne sais pas si vous voyez ce réticulum endoplasmique revêt deux formes. Une forme granulaire, vous voyez ces grains noirs, c'est les ribosomes, et l'ensemble s'appelle le réticulum endoplasmique granuleux. Et puis là, le réticulum endoplasmique, il est dépourvu de ribosomes, c'est pour cela qu'on l'appelle le réticulum endoplasmique. Madame, les ribosomes, sont les vésicules globuleuses. Pardon? Non. Les vésicules globuleuses, ça fait partie du réticulum. C'est une cavité du réticulum. Regardez, là, c'est une vésicule qui est globuleuse, qui est un peu arrondie. Là également, regardez. Pardon. Là, vous voyez, ce n'est plus une citerne, mais c'est une vésicule renflée. D'accord, merci madame. Ce sont des formes différentes de ces cavités. Hein? Madame. Oui, madame. En microscopie électronique, cet aspect réticulum endoplasmique granuleux, réticulum endoplasmique lisse est bien visible. Le réticulum endoplasmique rugueux, il est en continuité avec l'enveloppe nucléaire. Comme vous le voyez là, regardez là, l'enveloppe nucléaire, elle est directement en continuité avec le réticulum endoplasmique granulaire. Ensuite vient le réticulum endoplasmique lisse. Mais la totalité, c'est communicant. Et là, on retrouve la définition du système endomembraneux. Vous voyez, toutes les membranes sont communicants. La membrane nucléaire communique avec le REG, le REG communique avec le réticulum endoplasmique lisse. Et les trois font partie du système endomembraneux. Voyons le réticulum endoplasmique rugueux, ses caractéristiques. Comme indique le schéma, c'est un ensemble de citernes ou sacules, citernes aplaties, et ces citernes sont garnies ou parsemées sur leur versant cytoplasmique, parce qu'il y a le versant nucléaire en regard du noyau, mais le versant en regard du cytoplasme, c'est là où on va observer les ribosomes. Donc les ribosomes ne se trouvent pas dans les deux côtés. On voit uniquement du côté, surtout du côté cytoplasmique, du versant cytoplasmique. Ce réticulum endoplasmique rugueux, donc, toutes les cellules contiennent du REG, mais il existe des cellules qui sont particulièrement riches en réticulum endoplasmique granuleux. Quelles sont ces cellules? Ce sont les cellules spécialisées dans la synthèse et la sécrétion des protéines. C'est logique. Le ribosome va servir pour la synthèse protéine. Le réticulum endoplasmique rugueux, il est associé au ribosome. Plus la cellule synthétise des protéines, plus elle est riche en ribosome et en réticulum endoplasmique granuleux ou rugueux. Je vous donne quelques exemples de cellules. Le pancréas exocrine. Vous savez que le pancréas exocrine, il synthétise les hormones ou les enzymes pancréatiques de la digestion. Les enzymes, ce sont des protéines. C'est pour cela que ces cellules sont très riches en réticulum endoplasmique granuleux. Les plasmocytes, vous savez c'est quoi un plasmocyte? Cellules immunitaires. Cellules sécrétrices d'anticorps. Tout à fait, très bien. C'est un lymphocyte B actif qui synthétise les immunoglobulines ou les anticorps. Ce sont des protéines, donc le plasmocyte, il est très riche en réticulum endoplasmique rugueux. Le fibroblaste, est-ce que vous avez entendu parler du fibroblaste? Tissu conjonctif. Et le tissu, c'est la cellule du tissu conjonctif. Qu'est-ce qui produit le fibroblaste? Quelle est la protéine principale du tissu conjonctif commun? Vous l'avez vu, le cours de tissu conjonctif, ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Pas encore? Oui. Oui. Donc, vous avez raison. Donc, c'est le collagène. Le collagène, et il est synthétisé par le fibroblaste. Et le collagène, c'est une protéine très abondante au niveau de notre organisme.
Les neurones également, qu'est-ce qui synthétise les neurones? Vous le savez là? Les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, très bien. Les neurotransmetteurs, ce sont donc des facteurs protéiques synthétisés par le réticulum endoplasmique au niveau rugueux, au niveau du neurone. Madame, pour les ribosomes, ils sont proches des réticulums endoplasmiques rugueux. Madame, شنو هو الرول نتاعهم معناتها les protéines qui vont être produits par les ribosomes? شنو هو الرول نتاع الريتيكولوم endoplasmique rugueux? En fait, c'est ces ribosomes-là accrochés au réticulum endoplasmique qui vont produire les protéines. Mais je vais vous préciser quelles sont les protéines synthétisées par le réticulum endoplasmique rugueux, c'est-à-dire les ribosomes accrochés au réticulum endoplasmique. Je vais vous donner les protéines qui sont synthétisées. Attendez, on va étape par étape. Passons maintenant au réticulum endoplasmique lisse. Regardez ce schéma qui illustre le réticulum endoplasmique lisse. Comme vous le voyez, c'est un ensemble de tubules, mais à parois lisses. Et ces tubules sont plus ou moins tortueux et anastomotiques. D'accord? Ils sont ramifiés et anastomotiques, c'est-à-dire ils sont communicants les uns avec les autres. Ces tubules ou ces citernes du réticulum endoplasmique sont souvent en continuité avec le réticulum endoplasmique rugueux. Et le réticulum endoplasmique lisse, il est observé au niveau de toutes les cellules, mais certaines cellules sont spécialement très riches en réticulum endoplasmique lisse. Quelles sont ces cellules? Il y a les cellules spécialisées dans le métabolisme des lipides. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, il y a des cellules endocrines qui fabriquent des hormones stéroïdes. Les hormones stéroïdes, est-ce que vous connaissez des exemples? Progestérone ou estrogène. Tout à fait, les oestrogènes, la progestérone, le cortisol au niveau des glandes surrénales. Toutes ces hormones, ce sont des hormones lipidiques. Alors, ces hormones lipidiques sont synthétisées par des cellules riches en réticulum endoplasmique lisse. Également, il y a les cellules qui sont responsables de la détoxification de l'organisme. Vous savez que le foie, c'est parmi les organes qui vont débarrasser l'organisme de ces toxines. Donc, ces cellules sont riches en réticulum endoplasmique lisse parce que ça va... ils comportent donc ces réticulums endoplasmiques dans leur membrane des enzymes spécialisées dans la détoxification. Madame, il n'intervient pas dans la synthèse des protéines, comme le rugueux. Tout ça, ce sont des protéines. Par exemple, le réticulum endoplasmique lisse, il ne comporte pas des ribosomes. Donc, il ne synthétise pas des protéines. Il a d'autres fonctions. Mais il est en connexion avec le réticulum endoplasmique rugueux. Parce que ces facteurs, par exemple, je vous ai cité la détoxification. La détoxification, elle utilise des enzymes, des protéines. D'où proviennent ces protéines? Elles proviennent du réticulum endoplasmique rugueux. D'accord? Il n'y a pas que ces cellules, mais il y a aussi les cellules musculaires. Dans notre organisme, les cellules musculaires sont riches en réticulum endoplasmique lisse, surtout les cellules musculaires striées du squelette, parce que ce réticulum endoplasmique lisse constitue un réservoir de calcium. Au niveau de ces citernes, emmagasiner le calcium, il sera libéré au cours de la contraction musculaire. Le calcium, c'est un paramètre pour la contraction, oui. Sarcoplasmique, réticulum. Pardon? Réticulum sarcoplasmique. C'est le réticulum sarcoplasmique, tout à fait. Les connaissances du bac, oui. Madame, comment se fait le métabolisme des lipides? Non. Comment se fait le métabolisme des lipides? Alors là, c'est de la biochimie. Vous aurez des cours concernant le métabolisme lipidique, mais là, retenez que
les cellules qui vont synthétiser des lipides, tels que je vous ai donné l'exemple des cellules qui fabriquent des hormones stéroïdes lipidiques, sont riches en réticulum endoplasmique lisse. Merci. Brièvement, donc c'est le métabolisme, ils vont utiliser du cholestérol qui provient des mitochondries. Là, c'est en 2 mots, mais vous allez voir ça en détail en bouchée. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Le réticulum endoplasmique, que ce soit rugeux ou lisse, il est entouré par une membrane. C'est un organite membraneux. Mais la membrane du réticulum endoplasmique, elle est un peu différente de la membrane plasmique. Bon, la structure, la composition, elle est identique, mais il existe des particularités, des petites différences. Parmi ces différences, c'est que la membrane du réticulum endoplasmique elle est moins épaisse que la membrane plasmique. La membrane du réticulum endoplasmique elle est plus fluide parce que là, il y a une synthèse protéique, il y a passage au niveau du Golgi. On va le voir tout ça. Donc, le réticulum endoplasmique, c'est un organisme qui est très dynamique, très actif. C'est une usine. Donc, elle a besoin d'une membrane qui est fluide. Et cette fluidité, elle est liée à la pauvreté en cholestérol. Ce sont des membranes pauvres en cholestérol. On a vu, lorsqu'on a étudié les membranes, que plus la membrane elle est riche en cholestérol, plus elle est stable. Et les membranes du réticulum sont riches en phospholipides. Il n'y a pas beaucoup de cholestérol, il y a plutôt beaucoup de phospholipides. Les chaînes glycidiques sont rares, donc ces membranes ne comportent pas beaucoup de glycoprotéines et de glycolipides. Et puis, les protéines membranaires, sont moins nombreuses que la membrane plasmique. Il y a donc, ces protéines sont représentées essentiellement par des enzymes intervenant dans la synthèse des protéines pour le réticulum endoplasmique granuleux, dans le métabolisme des lipides et dans la détoxification, tel que je vous cite l'exemple du cytochrome P450. C'est une enzyme qui est importante dans la détoxification. Donc, voyons plus en détail, après cet aperçu structural concernant le réticulum endoplasmique granulaire, le réticulum endoplasmique lisse, quelles sont les particularités de chacun. Où trouve-t-on plus de réticulum endoplasmique granuleux? Où trouve-t-on plus de réticulum endoplasmique lisse? Quelles sont les particularités de la membrane? Voyons maintenant les fonctions du réticulum endoplasmique et on va commencer par le réticulum endoplasmique rugueux. La première fonction, bien sûr, maintenant vous connaissez, c'est la synthèse des protéines, mais je vais vous ajouter une information, c'est que le réticulum, les ribosomes qui sont accrochés au réticulum endoplasmique vont synthétiser un ensemble de protéines. Par contre, les ribosomes qui sont libres dans le cytoplasme vont se charger de la synthèse d'autres protéines. Alors, quelles sont les protéines synthétisées par le réticulum endoplasmique rugueux? Il y a les protéines sécrétoires, comme par exemple les hormones. Les hormones, ce sont des protéines destinées à l'exportation en dehors de la cellule. Elles seront sécrétées par la cellule par exocytose. Là, ce sont des protéines synthétisées par le REG. Il y a les protéines lysosomiales. Il y a un organite qu'on appelle le lysosome. Il comporte des protéines qui proviennent du réticulum endoplasmique granuleux. On verra tout à l'heure le lysosome. Il y a les protéines intrinsèques ou intégrées des membranes cellulaires qui sont synthétisées au niveau des protéines, synthétisées au niveau du réticulum endoplasmique granuleux. Par contre, les ribosomes libres, ils vont synthétiser les protéines ribosomales qui constituent les protéines. Tout à l'heure, on a vu que les ribosomes constituent de protéines. Ces protéines sont synthétisées par les ribosomes libres. Il y a les ribosomes, les protéines du noyau. On va voir lorsqu'on va étudier le cours sur le noyau. Il y a les protéines du cytosquelette. On verra dans le cours prochain le cytosquelette. Et les protéines extrinsèques. Vous voyez, dans la membrane plasmique, les protéines intrinsèques sont
synthétisées par le REG. Par contre, les protéines extrinsèques, périphériques, sont synthétisées par les ribosomes libres. Et là, j'ouvre une petite parenthèse sur le renouvellement de ces systèmes membranaires, le renouvellement de la membrane plasmique. C'est un phénomène qui est perpétuel. La cellule, elle renouvelle régulièrement sa membrane, et ceci, entre autres, grâce à l'activité du réticulum endoplasmique. À chaque fois, il y a synthèse d'autres protéines qui vont remplacer les protéines vieillies. Donc, vous voyez là, les ribosomes libres, ils vont donc adresser leurs protéines au niveau du noyau, de la mitochondrie. Donc, il y a des sites dont je viens de parler. Par contre, le réticulum endoplasmique associé, les ribosomes associés au REG, ils vont donc se produire d'autres protéines, telles que les protéines sécrétoires, les protéines lysosomales, les protéines intrinsèques de la membrane plasmique. Donc, deux adressages différents des protéines néosynthétisées. Il existe une autre fonction importante du réticulum endoplasmique rugueux, c'est la glycosylation des protéines. C'est quoi la glycosylation des protéines? C'est le fait, une fois la protéine est synthétisée par le réticulum endoplasmique rugueux, elle sera donc associée à une chaîne glucidique. Je vous ai donné un exemple de protéines glycosylées qui sont les glycoprotéines au niveau de la membrane plasmique. Alors, cette glycosylation, cette modification, elle survient au niveau du réticulum endoplasmique rugueux. Mais faites attention, elle sera complétée au niveau de l'appareil de Golgi. On va le voir tout de suite. Alors, ça sert à quoi cette glycosylation? En fait, certaines protéines ne sont fonctionnelles que lorsqu'ils sont glycosylés. Donc, la glycosylation, elle est obligatoire pour que la protéine devienne fonctionnelle. Par exemple, parmi les protéines glycosylées, il y a les anticorps. Les immunoglobulines, ce sont des protéines glycosylées. Et comme je viens de dire, la chaîne glucidique suivie des modifications secondaires dans le réticulum endoplasmique rugueux, vous voyez là une protéine en train d'être synthétisée dans le RER. Ensuite, là, c'est une chaîne glucidique qui va s'associer à la protéine, ainsi la protéine devient glycosylée. Et elle sera donc modifiée encore au niveau de l'appareil de Golgi. Donc, la glycosylation va se compléter, va donc se terminer au niveau de l'appareil de Golgi. Pour le réticulum endoplasmique lisse, il a d'autres fonctions. On a vu déjà quelques fonctions. Bien sûr, la biosynthèse des lipides membranaires. Par exemple, les phospholipides qui dérivent des acides phosphatidiques, comme la phosphatidylcholine, la phosphatidyléthanolamine, la phosphatidylsérine. Alors, tous ces phospholipides font partie de quel groupe de phospholipides membranaires? Une petite révision. Tous ces phospholipides que je viens de citer. Glycérophospholipides. Glycérophospholipides, très bien. Avec le complexe glycérol. À côté de la biosynthèse des lipides membranaires, dans l'hépatocyte, il y a la synthèse des composants lipidiques des lipoprotéines. Les lipoprotéines sont sécrétées au niveau du foie. Et il y a la fonction de détoxification assurée par ce réticulum endoplasmique lisse au niveau donc, du foie grâce à la présence du cytochrome P450, cette enzyme qui se trouve au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique lisse. D'autres fonctions dans les cellules stéroïdogènes, on l'a vu déjà, donc les membranes du réticulum endoplasmique lisse contiennent des enzymes qui interviennent dans la chaîne de biosynthèse des stéroïdes à partir du cholestérol mitochondrial. Et vous allez voir ça en détail dans les cours de biochimie. Également, dans les fibres musculaires, le réticulum endoplasmique assure la fonction de réservoir du calcium, le calcium qui est obligatoire pour la contraction musculaire. Donc, vous voyez, chaque type de réticulum endoplasmique, il a ses propres fonctions, ses fonctions spécifiques. Et puis, dans une cellule, on a une association des deux
formes de réticulum endoplasmique avec une prédominance de l'un sur l'autre selon le type de la cellule et selon ses fonctions. Après le réticulum endoplasmique, on va passer à un autre organite qui est l'appareil de Golgi. Et appareil de Golgi, réticulum endoplasmique, c'est toujours donc deux organites qui fonctionnent en collaboration. D'ailleurs, ils sont proches sur le plan localisation. Ils font toujours, donc leurs citernes sont communicants et puis leur fonction, elle est complémentaire. Cet appareil de Golgi, il joue un rôle fondamental dans le métabolisme cellulaire. Donc, c'est un organite très important puisque plusieurs métabolismes cellulaires tiennent de la fonction du réticulum de l'appareil de Golgi. Comme je viens de le dire, il y a des relations étroites avec le réticulum endoplasmique rugueux et la membrane plasmique, d'où donc le système endomembraneux. Parmi les fonctions principales de l'appareil de Golgi dans une cellule, tout d'abord, c'est le lieu de maturation de diverses molécules. Il y a des protéines qui sont produites au niveau du réticulum des ribosomes, mais ils doivent passer par l'appareil de Golgi pour maturer. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la glycosylation. Certaines protéines ne peuvent fonctionner que s'ils sont bien glycosylés. La glycosylation, elle est complétée au niveau de l'appareil de Golgi. C'est un lieu non seulement de maturation, mais de tri. C'est un centre de tri. Donc, au niveau de l'appareil de Golgi, par exemple, les protéines, elles passent toutes par l'appareil de Golgi et c'est l'appareil de Golgi qui va les distribuer, les trier. Ces protéines vont partir au noyau, ces protéines vont quitter la cellule pour agir à distance, ces protéines vont passer au niveau du lysosome, donc c'est un centre de régulation, hein? D'accord? Et puis, les lysosomes sont synthétisés à partir de l'appareil de Golgi. On verra tout de suite, par la suite, c'est quoi les lysosomes? C'est un organisme cellulaire. Madame? Oui. Madame, si la cellule est attaquée par un virus, comment l'appareil de Golgi va réacter contre les protéines produites par le noyau viral? Par exemple, vous avez parlé donc de la défense d'une manière générale, n'est-ce pas? Oui. La question de défense. Par exemple, l'appareil de Golgi et le réticulum endoplasmique vont produire des enzymes par exemple contre certaines bactéries, c'est ce qu'on appelle des enzymes bactéricides, qui vont être adressées au niveau de certains organites, entre autres le lysosome, pour agir contre telle ou telle bactérie. Ok? D'accord. L'acquisition de la fonction et l'adressage sera assuré à partir de l'appareil de Golgi. D'accord, merci. Sur le plan structure, regardez là ce schéma de l'appareil de Golgi et là l'appareil de Golgi observé en microscopie électronique à transmission. Donc l'appareil de Golgi, il est constitué par des éléments associés. Chaque élément, c'est un élément arqué, une sorte de citerne qu'on appelle le dictyosome. Là, c'est un dictyosome. Et l'appareil de Golgi, il est formé par c'est l'unité structurale de l'appareil de Golgi. On peut voir un seul dictyosome ou plusieurs. La forme la plus caractéristique, plusieurs dictyosomes empilés les uns sur les autres. Donc l'appareil de Golgi peut être disséminé dans tout le cytoplasme, là où il y a donc des ribosomes, là où il y a le réticulum endoplasmique granuleux. Et le plus souvent, on l'observe à proximité du noyau parce qu'il y a toujours donc ce système endomembraneux, donc membrane nucléaire, réticulum endoplasmique granuleux et Golgi. Sur le plan ultrastructural, ces dictyosomes, ce sont des saccules ou des citernes aplaties, empilées et qui sont réunies communiquant par des tubules.
chaque citerne, elle communique avec la citerne suivante. Et puis, comme vous le voyez là, regardez, il y a plusieurs vésicules qui bourgeonnent à partir de ces dictyosomes. D'ailleurs, toutes les vésicules qu'on observe au niveau de du cytoplasme cellulaire, ces vésicules proviennent de l'appareil de Golgi. Les vésicules de sécrétion, par exemple, si on a une enzyme ou une protéine qui se trouve au niveau du cytoplasme, entourée ou localisée au sein d'une vésicule. Cette vésicule, elle provient de l'appareil de Golgi. Tout à l'heure, on verra le lysosome. Le lysosome, c'est une sorte de vésicule qui naît à partir de l'appareil de Golgi. Madame? Oui. Oui, je vous écoute. Le dictyosome au niveau du schéma, s'il vous plaît. Voilà, là, c'est un dictyosome. Un premier dictyosome, un deuxième, un troisième. C'est l'unité qui constitue l'appareil de Golgi. Il y a plusieurs. Généralement, l'appareil de Golgi comporte plusieurs dictyosomes empilés, comme une pile d'assiettes. D'accord, merci. Alors, les dictyosomes sont polarisés. Regardez ce schéma. Là, c'est la membrane plasmique. Là, c'est le réticulum endoplasmique granuleux. Et entre les deux, il y a le Golgi. Alors, cette face, c'est ce qu'on appelle, en regard avec le réticulum endoplasmique, s'appelle la face 6. C'est une face qui est convexe. C'est là où, donc, ce qui est produit par le réticulum endoplasmique sous forme de vésicules, ces vésicules passent à travers la zone 6 au niveau de l'appareil de Golgi. Vont transiter du réticulum endoplasmique vers l'appareil de Golgi à travers la phase 6. D'accord? Le pôle opposé, c'est la phase trans, qui est une phase où les dictyosomes sont concaves, c'est la phase concave, et là, ça donne donc un bourgeonnement de vésicules contenant les produits après maturation. Donc, si on résume, les protéines, elles pénètrent dans l'appareil de Golgi à travers la zone 6 et quittent après maturation ou après modification le Golgi à travers la phase trans. Entre les deux, c'est la région médiane. OK? Donc, l'appareil de Golgi n'est pas disposé d'une manière anarchique. Il est disposé d'une manière orientée. Zone 6 en regard du réticulum endoplasmique, zone trans en regard de la membrane plasmique. Oui. Madame, la zone 6 et la zone trans est formée par l'ensemble de dictyosomes et non pas par une seule. Pardon? Oui, j'ai pas bien. La zone trans et la zone 6 est formée par un ensemble de dictyosomes. Oui, bien sûr, un ensemble, l'appareil de tout ça, regardez. Ça, c'est l'appareil de Golgi. Cet appareil de Golgi présente une zone 6 de ce côté et une zone trans de l'autre côté. D'accord, merci madame. Et chaque dictyosome, il entre dans la constitution de l'appareil de Golgi. C'est un ensemble de dictyosomes. Madame, les deux transferts, ça se fait par exocytose? Ah, ça dépend. Là, c'est une endocytose. Là, exocytose à partir du réticulum endoplasmique, endocytose dans l'appareil de Golgi. Là, c'est une exocytose à partir de l'appareil de Golgi. D'accord, merci. Donc, on parle d'endocytose et exocytose en rapport avec la cellule. Lorsque la vésicule, elle entre dans la cellule, c'est une endocytose. Lorsqu'elle quitte, là, comme ça, regardez la vésicule, le contenu, il quitte la cellule, c'est l'exocytose. C'est en totalité. Là, c'est plutôt une fusion. On parle de fusion. D'accord, merci. Exo-endocytose, c'est en rapport avec la cellule. Entre dans la cellule, quitte la cellule. Quelles sont les fonctions de l'appareil de Golgi?
Les fonctions sont également nombreuses. Tout d'abord, la glycosylation des protéines synthétisées dans le réticulum endoplasmique granulaire. Donc là, on a parlé de ce côté-là. Donc les protéines sont transportées à partir donc, de l'appareil du réticulum vers l'appareil de Golgi sous forme de vésicules qui vont bourgeonner de la membrane du réticulum endoplasmique. Il y aura fusion avec le saccule 6 de l'appareil de Golgi, transport des protéines à travers tous les ductiosomes. Donc, en cours de route, il y aura maturation. Et puis, export de la protéine mature vers la membrane sous forme de vésicule d'exocytose. À côté de cette fonction de glycosylation, il y a d'autres fonctions. Par exemple, la protéolyse. Certaines protéines quittent le réticulum endoplasmique sous forme inactive et au niveau de l'appareil de Golgi, il y aura des modifications, notamment il y aura une perte d'une partie ou bien division de la protéine, de telle façon que la protéine se transforme en protéine donc active sous l'action d'enzymes au niveau donc, de l'appareil de Golgi. Il y a aussi biosynthèse des glycolipides de l'appareil de Golgi. Donc, il y a des lipides qui sont glycosylés. Donc, la glycosylation elle concerne aussi bien les protéines que les lipides. Et c'est au niveau de l'appareil de Golgi où sont synthétisés les glycolipides de la membrane plasmique. Et il y a une fonction très importante qui est le tri et l'adressage des protéines. D'accord ? C'est un centre de régulation, l'appareil de Golgi. Une fois la protéine elle est mature, elle sera adressée selon les recommandations de l'appareil de Golgi. Vous voyez là c'est l'appareil de Golgi et il va donc orienter chaque protéine vers, par exemple là, c'est une protéine qui est destinée à la sécrétion par la cellule, donc elle sera orientée. Donc là, ça met en relief l'importance de l'appareil de Golgi qui travaille en collaboration avec le réticulum endoplasmique. Madame. Oui, je vous entends. Les ribosomes libres, lorsqu'ils synthétisent leurs protéines, quand ils vont intervenir, voilà, ils vont interagir avec, bien sûr, avec les appareils de Golgi. Bien sûr, toutes les protéines, elles sont synthétisées par les ribosomes, que ce soit libres, que ce soit réticulum endoplasmique, elles doivent impérativement passer par l'appareil de Golgi pour maturer et pour être adressées. D'accord. Madame, oui. Madame, les vésicules de bourgeonnement, ils contiennent les protéines qui vont dans l'appareil de Golgi? Oui, bien sûr. Donc, la protéine, une fois elle est mature, elle sera impactée au niveau d'une vésicule pour se déplacer, pour quitter l'appareil de Golgi ou bien être libérée dans le cytoplasme, vers, par exemple, si elle est adressée vers tel ou tel organisme, ou bien elle va quitter la membrane, la cellule à travers la membrane plasmique. OK? Allez, on passe. Donc, on va passer vers un autre organisme qui sont les lysosomes. Je vous rappelle que ces lysosomes, ce sont des organismes synthétisés au niveau de l'appareil de Golgi. Proviennent de l'appareil de Golgi. Quelle est la fonction principale de ces lysosomes? Regardez, là, nous sommes à l'intérieur d'une cellule. Là, c'est le cytoplasme. On voit quelques mitochondries et on voit des structures vésiculaires arrondies, donc délimitées par une membrane. C'est ça les lysosomes. Toutes les cellules contiennent des lysosomes et ces lysosomes-là assurent la fonction lytique de la cellule. Alors, tout ce qui a déchets, tout ce qui a, par exemple, s'il y a des corps étrangers, s'il y a des microbes, là, ces structures-là seront lysées, détruites au niveau des lysosomes. Donc, les lysosomes sont en quelque sorte les, entre guillemets, ils vont donc broyer, ils vont neutraliser tout ce qui est, tout ce qui devrait être jeté par la cellule.
Et cette fonction lytique, elle est liée à la richesse des enzymes en enzymes. Donc, ces lysosomes-là contiennent beaucoup d'enzymes, notamment des hydrolases acides. Donc, le contenu lysosomal, il est acide. L'intérieur du lysosome, il est acide, puisque ces enzymes, ce sont des hydrolases acides, donc ils ne fonctionnent qu'en milieu acide. On a des nucléases, des protéases, des glucosidases, des lipases, d'accord? Il n'y a pas uniquement les déchets externes. Il y a aussi, par exemple, si un organite il est vieilli, si un bout de membrane, par exemple, il doit être renouvelé, l'ancien bout de membrane sera détruit au niveau par les protéases, par les lipases, au niveau du lysosome. Et si l'intérieur du lysosome il est acide, donc c'est grâce à la présence au niveau de la membrane du lysosome d'enzymes, hein, ça fait partie des protéines intrinsèques de la membrane lysosomale. Ce sont les pompes à protons, hein, ce sont des pompes comme les pompes à sodium, potassium. Il y a les pompes à protons. Vous voyez là ce schéma. Donc le lysosome délimité par la membrane. Il est riche en hydrolase acide et les protons qui vont acidifier le milieu lysosomal proviennent de l'extérieur. Ils sont donc introduits à l'intérieur du lysosome par ces pompes qui sont donc ces pompes qui fonctionnent par l'ATP. C'est un transport actif. Alors, comment on va reconnaître les lysosomes à l'intérieur de la cellule? Eh bien, l'aspect des lysosomes, il est variable. Alors, il varie selon l'état d'activité du lysosome. Dans une cellule, on peut observer des lysosomes primaires ou inactifs, tel qu'on le voit là. Donc, c'est un lysosome qui comporte des enzymes. Il est au repos, il attend les débris, il attend les composés pour les détruire, pour les lyser. Vous voyez donc ces petites vésicules sphériques limitées par une membrane et le contenu, il est homogène, dense aux électrons. Donc, c'est un lysosome primaire, c'est-à-dire inactif. Mais il existe aussi les lysosomes secondaires, c'est-à-dire en action. Alors, les lysosomes en activité, leur aspect, il est différent des lysosomes primaires. Donc, ils sont plus volumineux et ils sont irréguliers. Vous voyez là, le contour, il est irrégulier et surtout, le contenu, il est hétérogène. Ce n'est pas comme un lysosome primaire. Le contenu, il est homogène, parce que c'est des enzymes. Là, on va avoir donc le contenu qui est hétérogène parce qu'il contient, par exemple, des débris, des cellules en cours de destruction, des fragments. C'est pour cela qu'à l'intérieur, on voit cet aspect-là. Vous voyez? Donc là, une partie qui est très dense aux électrons et l'autre partie, elle est peu dense. Et dans ces lysosomes secondaires, on a deux types. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les phagolysosomes. Alors, dans le terme phagolysosome, il y a phagocytose. Phagocytose, c'est-à-dire la cellule, elle va intérioriser, elle va phagocyter. Par exemple, une bactérie, elle sera phagocytée par la cellule. Ce sont des structures qui viennent de l'extérieur de la cellule, qui ont été intériorisées à l'intérieur de la cellule par phagocytose. Ces phagolysosomes, on les appelle aussi les vacuoles hétérophagiques, parce que là, ces structures phagocytées viennent de l'extérieur, ils sont étrangers de la cellule. Ces phagolysosomes résultent de la fusion d'un lysosome primaire avec des vacuoles d'endocytose, c'est-à-dire des structures décomposées qui ont été phagocytées par la cellule. Je vous ai donné l'exemple d'une bactérie ou d'un corps étranger. Par contre, toujours dans les lysosomes en activité, il y a ce qu'on appelle les cytolysosomes. Regardez, là, c'est phago, c'est-à-dire phagocyté. Là, c'est cyto, c'est-à-dire les structures qui sont lysées proviennent de la cellule elle-même, cyto. Ils ne sont pas étrangers.
Ce sont des vacuoles autophagiques, auto parce que c'est personnel, c'est en rapport avec la cellule, c'est interne. Et là, ça naît de la fusion d'un lysosome primaire et d'un organite ou d'un secteur cytoplasmique. Un organite qui a vieilli, il sera détruit au sein d'un cytolysosome par ce lysosome-là. OK? Vous avez discerné la différence entre phagolysosome et cytolysosome. Brièvement, phagolysosome, c'est des lysosomes actifs qui sont en train de lyser des structures étrangères à la cellule. Des cytolysosomes, ce sont des lysosomes actifs qui sont en train de lyser des structures internes qui appartiennent à la cellule elle-même. L'exemple type, c'est les organites vieillis. Une fois le lysosome secondaire, il a terminé sa mission, ça y est, il a fini son boulot. Là, il se transforme en ce qu'on appelle un corps résiduel, tel qu'on le voit là. Un corps résiduel, c'est un lysosome secondaire qui a terminé l'étape de digestion du substrat ingéré, qui a épuisé tout son contenu enzymatique. Ça y est, il est au repos, il est à la retraite, donc il va tôt ou tard disparaître de la cellule. Et il y aura d'autres lysosomes qui vont donc apparaître de nouveau, prêts à fonctionner. OK? Brièvement, quelles sont les fonctions des lysosomes? Bien sûr, le maintien de l'intégrité cellulaire. Si des organites vont disparaître, ils seront remplacés par des nouveaux organites. Donc, il y aura un renouvellement cellulaire, comme le renouvellement de la membrane plasmique. Comme ça, la membrane plasmique sera toujours intègre. Dégradation des organites cellulaires lésés ou non fonctionnels. Le catabolisme des déchets métaboliques. Vous savez que la cellule rejette des déchets. Ces déchets-là seront catabolisés au niveau du lysosome. Il y a aussi la digestion de matériaux extracellulaires, les phagolysosomes, les produits nutritifs, les constituants de la matrice extracellulaire. Tout ce qui vient de l'extérieur peut être digéré à l'intérieur des lysosomes. Et bien sûr, la défense de l'organisme. Donc, les lysosomes font partie du système de défense de la cellule puisqu'ils vont détruire tous les micro-organismes étrangers. Madame, je m'en ai intégrité. Intégrité, c'est-à-dire quelque chose d'intègre, quelque chose en bon état. Ah, merci. Madame, les lysosomes en repos, ça y est, comme les lysosomes en repos, ils vont être éliminés par les phagolysosomes. Tout à fait. Il y a des lysosomes actifs qui vont détruire ces corps résiduels. Madame? Des cytolysosomes. Oui. Madame, les protéines virales peuvent échapper les lysosomes et être exprimées à la membrane cytoplasmique? Oui, il y a des virus intracellulaires qui vont donc peuvent échapper aux lysosomes et ils vont s'exprimer. Et ça, c'est la maladie virale. Et ensuite, la cellule va être détruite par les... Bien sûr. C'est de la cellule atteinte, oui, en quelque sorte. D'accord, merci. Le système de défense dans l'organisme, ce n'est pas uniquement les lysosomes. Il y a d'autres soldats dans l'organisme qui vont se battre pour éliminer ces virus. D'accord. Okay. On avance, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de temps et on a d'autres choses à voir. Oui, je vous écoute. Les lysosomes, ils ont des fonctions secondaires, par exemple comme l'involution de certains organes ou la menstruation. Pardon? Les lysosomes. Oui, est-ce qu'ils ont d'autres fonctions secondaires ou ces fonctions-là que vous présentez sont les plus importantes? Par exemple? Comme si l'involution de certains organes. Certainement, il y a là, c'est les fonctions principales, mais certainement, il y a d'autres fonctions qui sont secondaires. Vous savez, la science n'a pas de limite et on ne connaît pas tout. De temps en temps, on découvre, par exemple, un mécanisme ou une fonction nouvelle. Mais je peux vous ajouter qu'il y a des maladies lysosomiales. OK?
certaines maladies, d'ailleurs, je crois que j'ai une diapositive, tout à fait. Il y a certaines maladies qu'on appelle les maladies métaboliques par absence congénitale, c'est-à-dire des cellules chez ces individus, elles manquent de tel ou tel enzyme au niveau de lysosome. Normalement, il y a des substances qui devraient être métabolisées, détruites par les lysosomes, vu que chez certains individus, il y a des enzymes qui manquent. Donc, ces produits vont s'accumuler à l'intérieur de la cellule et la maladie, donc cette accumulation, elle est pathologique, elle n'est pas normale et la maladie va se manifester. Également, le processus de fécondation. Vous m'avez posé la question d'autres fonctions. Par exemple, le spermatozoïde, il comporte l'acrosome, vous le connaissez, vous avez étudié ça au cours du bac. Alors, l'acrosome, c'est un sac qui chapeaute, qui fait partie de la tête du spermatozoïde. Il contient des enzymes pour donc hydrolyser les pans entre les cellules du cumulus pour pouvoir pénétrer, franchir le cumulus et se fixer sur la zone pellucide pour féconder. Et bien, ce sac acrosomial, lorsque, au cours de la spermatogénèse, au cours de la spermiogénèse, il se constitue à partir, donc c'est une association de lysosomes de la cellule germinale. D'accord? J'ai répondu à votre question? Oui, merci madame. Allez, on avance. Voyons maintenant un autre organisme qui est fondamental au niveau de la cellule, qui sont les mitochondries. Les fameuses mitochondries. Alors, et j'ouvre une petite parenthèse. Alors, toutes les mitochondries dans nos cellules, dans les cellules de l'individu, elles proviennent de nos mamans. Nous avons hérité les mitochondries de nos mamans. Donc, le spermatozoïde, donc les mitochondries du spermatozoïde ne vont pas passer donc, au niveau des zygotes après la fécondation. Et il y a des maladies mitochondriales qui sont portées par l'ADN mitochondrial et ces maladies passent vers les enfants à travers leur maman. Alors, ces mitochondries, ce sont des petits organites cytoplasmiques et l'ensemble des mitochondries constitue ce qu'on appelle le chondriome. Le chondriome, c'est l'ensemble des mitochondries dans l'organisme. Les mitochondries sont nombreuses dans les cellules ayant une grande activité, comme les cellules du système nerveux central, les cellules musculaires. Là, ce sont des cellules qui travaillent beaucoup, qui ont un métabolisme intense. Les mitochondries dans ces cellules-là sont très nombreuses parce que les mitochondries constituent la centrale énergétique de la cellule. L'énergie de la cellule, utilisée par la cellule au cours des différents métabolismes, provient de la mitochondrie. C'est la fabrication donc, de l'ATP. D'accord? L'ATP qui sera utilisé comme substrat énergétique. Là, il est produit au niveau de la mitochondrie. Donc, c'est une réserve d'énergie et la mitochondrie, c'est le siège d'une respiration cellulaire. Alors, la respiration cellulaire, ce n'est pas comme la respiration pulmonaire, mais le point commun entre la respiration cellulaire et la respiration qui se passe au niveau de la mitochondrie et la respiration que vous connaissez au niveau du poumon, c'est que ça consomme de l'oxygène et ça produit du CO2. Ok, cette respiration cellulaire, c'est la phosphorylation oxydative qui se passe au niveau de la mitochondrie, okay, et la production de l'ATP. Vous allez voir ça également en biochimie. Donc, comme je viens de dire, la mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule. Elle convertit l'énergie des molécules organiques issues de la digestion, telles que le pyruvate. Le pyruvate, c'est le produit du métabolisme des glucides, principalement. Les acides gras, c'est le produit du métabolisme des lipides. Ces produits, donc ces molécules, seront transformés en énergie
en ATP, donc à travers, au niveau de la mitochondrie. Donc ces produits, aussi bien les pyruvates que l'acide gras, sont introduits après la digestion au niveau des mitochondries et sont utilisés pour produire l'ATP. La respiration cellulaire, elle associe le cycle de Krebs, vous allez le voir en détail en biochimie, et la chaîne respiratoire, donc la phosphorylation oxydative et la production de l'ATP. Donc voici le schéma, un schéma qui illustre, donc qui représente la mitochondrie, donc ce petit organite qui est délimité par une double membrane, une membrane externe et une membrane interne qui renferme des crêtes. À l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la matrice mitochondriale. Donc, il y a les produits de digestion qui vont passer, donc suivre le cycle de Krebs. Et puis, donc, au bout de ce cycle de Krebs, il y aura donc production de l'ATP. Bien sûr, ça consomme de l'oxygène et ça produit de l'eau et du CO2. C'est pour cela qu'on l'appelle respiration cellulaire. Alors, sur le plan structural, qui est le vif du sujet de biologie cellulaire, alors lorsqu'on observe une cellule en microscopie optique, les mitochondries sont peu visibles donc, sur le plan structural. Donc, on voit quelques bâtonnets fins, donc peu épais, qui illustrent les mitochondries. Mais pour les observer, tels qu'on les voit là sur cette préparation en microscopie électronique, la mitochondrie se présente sous forme d'une structure délimitée par une double membrane, une membrane externe et une membrane interne, déjà séparées par un petit espace. Hein? Et la membrane interne, elle délimite, qui dessine des crêtes, ok, des crêtes, et entre ces crêtes, il y a ce qu'on appelle la matrice mitochondriale. Alors, sur le plan fonctionnel, tout ce qui est production de l'ATP, respiration cellulaire, ça se passe au niveau de la membrane interne. OK? Donc, la membrane externe, elle permet le passage des produits des métabolismes, lipidiques, protidiques et glucidiques, qui vont pénétrer au niveau de la mitochondrie à travers la membrane externe, mais au niveau de la membrane interne, il y a les aspects fonctionnels de la mitochondrie, notamment la chaîne, donc la réaction de phosphorylation oxydative et la production de l'ATP. Là, regardez cet agrandissement, il y a donc cette membrane interne est riche en enzymes, notamment l'ATPase, qui va servir pour la biosynthèse de l'ATP. Donc, la membrane, j'illustre ce que je viens de dire, la membrane interne délimite la matrice mitochondriale, elle émet des replis ou crêtes qui sont perpendiculaires au grand axe de l'organite. Et la face matricielle, en regard avec la matrice, est tapissée par des particules, ces petites particules qu'on appelle les particules de Green. Alors, ces particules-là, en fait, lorsqu'on va les étudier sur le plan moléculaire, ça représente la série d'enzymes que va s'en servir la mitochondrie pour réaliser ces réactions. Alors, la matrice mitochondriale, c'est comme le cytoplasme pour la cellule. Et j'ouvre une petite parenthèse. Vous savez que la mitochondrie, c'est en quelque sorte une petite cellule, entre guillemets, c'est pas une cellule, hein, mais comme une structure cellulaire à l'intérieur de la cellule. Hein. Elle a ses enzymes, elle a ses organites, elle a ses ribosomes, elle a même... Pardon? Madame, c'est un compartiment isolé. Non, c'est un organite. La mitochondrie, c'est un organite qui a lysosome, qui a réticulum, qui a l'appareil de Golgi, mais tellement elle est équipée, par exemple au niveau du réticulum endoplasmique ou de l'appareil de Golgi, on n'a pas de l'ADN, il n'y a pas de matériel génétique. Au niveau de la mitochondrie, il y a de l'ADN mitochondrial. D'accord?
la mitochondrie, elle a un génome. Et il y a des maladies transmises par la mitochondrie. Donc, la membrane externe comporte des protéines de transport. C'est ce qu'on appelle les pori. Ce sont des protéines sont organisées comme des tunnels, des portes, qui vont faciliter le passage des molécules. Et la membrane interne, elle est riche en protéines de transport et de la chaîne respiratoire, là où il y aura la phosphorylation oxydative. Et c'est riche en enzymes, notamment l'ATP synthétase, c'est l'enzyme responsable de la synthèse de l'ATP, et elle est riche en phospholipides. Donc, c'est la membrane interne, elle est très dynamique. Là, c'est là où il y a les réactions mitochondriales. Alors, l'espace intermembranaire, l'espace entre la membrane interne et la membrane externe, il est particulier puisqu'il est riche en protons et en enzymes. Et vous savez que il y a des mouvements de protons qui vont déterminer ce qu'on appelle le potentiel de membrane mitochondriale. Alors, ce paramètre, le potentiel de membrane mitochondriale, on peut le mesurer. Il y a des techniques de laboratoire, notamment par la cytométrie de flux, on peut l'évaluer. Et certaines perturbations pathologiques peuvent s'associer à une altération de ce potentiel de membrane mitochondriale. Vous allez étudier ça en physiologie, le potentiel de membrane mitochondriale. Mais retenez que ce potentiel de membrane mitochondriale, il est géré par ces structures de membrane interne, et surtout l'espace intermembranaire, le mouvement d'électrons et le mouvement de protons. La matrice mitochondriale, à l'intérieur de la mitochondrie, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver beaucoup d'enzymes. On va trouver des ions, du calcium, du magnésium, du sodium, du potassium. On va trouver des ribosomes mitochondriaux. D'ailleurs, une faible partie des protéines mitochondriales sont synthétisées par la mitochondrie elle-même. Ça ne dépasse pas 10%. Le reste, il est synthétisé par les ribosomes cellulaires, mais une petite partie quand même des protéines sont synthétisées in situ, c'est-à-dire à l'intérieur de la mitochondrie elle-même. Et il y a bien sûr de l'ADN. Ça, c'est très particulier pour la mitochondrie comme organique. Elle a son propre génome, elle a des ARN, elle a les enzymes nécessaires à la réplication de l'ADN et l'expression du génome mitochondrial. Et c'est ainsi que la mitochondrie arrive à synthétiser une partie de ses protéines. Oui? Question? Ça va? Allez, on avance. Alors, quelles sont les fonctions de la mitochondrie? Maintenant, vous avez une idée. La production de l'ATP, c'est la centrale énergétique. Il y a la synthèse protéine. Je viens de parler en faible quantité. Une petite partie des protéines mitochondriales sont synthétisées à l'intérieur, in situ, à l'intérieur de la mitochondrie. Ça ne dépasse pas 5 à 10%. Et puis, la concentration et le stockage de certains ions, tels que le calcium, le sodium, le potassium, certains métaux, certains glycoprotéines et lipoprotéines. Donc, la mitochondrie fait ses propres réserves et parfois, il y a un relargage de besoin de ces ions-là dans la cellule. Enfin, je termine les organismes cellulaires par les peroxysomes. Donc, les peroxysomes, ce sont des organites cellulaires. C'est quoi ces peroxysomes? Ils sont différents des lysosomes. Alors, regardez cette illustration en microscopie électronique. Là, nous avons des lysosomes, mais là également, nous avons les peroxysomes. C'est différent. Alors, ce sont des vésicules, ce sont des organites vésiculaires
Alors, c'est à l'intérieur de ces vésicules, comme les lysosomes, ça contient des enzymes. Alors, ces enzymes sont des enzymes très puissants, tels que ce n'est pas des hydrolases comme les lysosomes, ce sont plutôt des peroxydases et des catalases. Alors, ça va servir pour la neutralisation des substances nuisibles ou toxiques à la cellule. Donc, les peroxysomes, ce sont des organites qui sont donc chargés à neutraliser certaines substances toxiques. D'ailleurs, les nombreuses cellules de la détoxification, telles qu'au niveau du foie ou au niveau du rein, sont très riches en peroxysomes, parce que les peroxysomes vont neutraliser ces toxiques. Madame? Alors, en microscopie électronique, comme on vient de le voir, la matrice, elle est homogène. Bon, parfois, on trouve quelques cristaux, ce sont des dépôts de produits enzymatiques. Et donc là, on voit en quelque sorte quelques structures tubulaires qui constituent donc le contenu du peroxysome. Mais le contenu, il est homogène, ce n'est pas un contenu hétérogène. Donc, ces peroxysomes très abondants au niveau des cellules, entre autres les cellules responsables de la détoxification, vont assurer, parmi les fonctions principales, la neutralisation des radicaux libres, des espèces actives de l'oxygène. Vous avez entendu parler de ces radicaux libres, de stress oxydatif? Oui ou non? Alors, toute cellule dans notre organisme, au cours de ses métabolismes, elle va libérer des dérivés actifs de l'oxygène. Donc, ces dérivés actifs de l'oxygène, en faible quantité, ils ne sont pas nuisibles parce que les cellules sont occupées par des systèmes enzymatiques et non enzymatiques antioxydantes, mais lorsqu'ils s'accumulent dans la cellule, ils deviennent cytotoxiques. Ok, vous allez voir ça au cours, donc certaines pathologies sont liées directement à l'accumulation de ces radicaux libres au niveau de nos cellules. Donc, les peroxysomes, par leur équipement enzymatique, vont neutraliser, vont détruire ces radicaux libres. Et ainsi, ils vont donc détoxifier les cellules. Dans le foie et dans le rein, je vous ai dit que les peroxysomes sont très abondants, donc ils contribuent très activement à la détoxification. Par exemple, il y a des médicaments, une fois ils ont assuré leur action, ils passent par le foie pour être éliminés, pour qu'ils ne soient pas toxiques pour l'organisme. Là, c'est donc entre autres, il y a le réticulum endoplasmique lisse qui va détoxifier, et il y a aussi les peroxysomes. À côté de ces fonctions principales, il y a d'autres fonctions telles que la régulation énergétique de la cellule, la dégradation de certains complexes, de certains composants protéiques tels que les purines en acide urique, la transformation des acides gras en glucides pour l'apport énergétique, toujours dans le foie, l'oxydation des acides gras, la dégradation des dérivés du cholestérol. Vous voyez donc le peroxysome, à côté de ses fonctions principalement détoxifiantes, il contribue, il participe à certains métabolismes cellulaires. Je pense que c'est la dernière diapositive. J'espère que vous avez bien profité de la séance. Je vais vous déposer le document Word où vous allez le trouver sur la plateforme concernant le cours, les organiques. Donc, cette présentation, elle est enregistrée, donc vous pouvez la reconsulter de nouveau et la voir à tête reposée. Et je vous invite vivement à poser des questions sur le forum. Je suis là pour vous assister, pour vous accompagner et pour vous aider à comprendre, assimiler vos cours de biologie cellulaire. Merci et au prochain cours.